Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité Omar Harfouch. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un pianiste-compositeur, un homme d'affaires franco-libanais. Vous êtes né en 1969 à Tripoli au Liban. Vous êtes connu aussi pour vos activités philanthropiques et vous organisez un concerto pour la paix. C'est le 18 septembre au Théâtre des Champs-Élysées. C'est un concerto en forme d'appel à l'unité et à la paix. Pourquoi cette initiative, Omar Harfouch ? Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est formidable que je puisse m'exprimer. C'est ma première interview avant le concert. Et je ne vous cache pas qu'avec mes conseillers, on s'est dit pas d'interview. Ouais. On traverse une époque tellement compliquée. C'est juste dans 10 jours. Hein, voilà, donc, et là, donc, je vais me lancer, comment dire. Le concerto pour la paix est une chose tout à fait naturelle que je devais faire, puisque je suis en train de revivre les mêmes horreurs et les mêmes erreurs que quand j'étais petit. Donc vous avez vécu la guerre civile au Liban. Au Liban. J'y étais pour rien, j'étais enfant. Ouais. Et quand on est enfant, on subit une guerre. On n'est pas acteur, on n'est pas décideur. Mais je voyais encore à l'époque l'absurdité des raisons de la guerre elle-même. C'est-à-dire un peuple qui s'entretue pour des raisons religieuses, politiques, etc. Mais en réalité, c'était absurde. Et là, après, j'ai vécu en Union soviétique, qui s'est disloquée. Voilà, mais juste pour vous dire que je suis en train de revivre exactement les mêmes souvenirs, les mêmes sentiments et la même crainte que quand j'étais petit. Or, je suis adulte et je peux agir, et je ne peux agir qu'en musique. On va parler plus précisément de ce concert, et puisque c'est Et avant de parler plus en détail donc de ce concerto pour la paix, et comme c'est le principe de cette émission, Omar Harfouch, on va parler de votre parcours. Qui êtes-vous, Omar Harfouch ? Moi, je suis pianiste. Moi, je me qualifie comme pianiste, compositeur, pianiste moyen, compositeur. Beaucoup disent pianiste virtuose. Alors, pour moi, c'est Evgeny Kissin qui est pianiste virtuose. C'est, je n'ose pas, moi, me comparer à eux. Pour ceux qui ne sont pas pianistes, ils me trouvent virtuose parce qu'ils voient les... Vous avez commencé le piano à quel âge d'ailleurs ? Alors moi j'ai commencé un peu tard, vers 12 ans, et je suis autodidacte. Donc j'ai appris par moi-même, parce qu'au Liban, il n'y avait pas, à Tripoli surtout, parce que le Liban était en guerre, mais je connaissais que ma ville, je ne pouvais même pas aller ailleurs à cause de la guerre. Et donc, il n'y avait pas de conservateur de musique, il y avait 2-3 profs, mais vraiment des profs de salon. Et donc j'étais obligé, j'ai appris le piano tout seul. Et j'ai composé depuis mon jeune âge. Alors, on va en parler de tout ça, mais quelle enfance vous avez eue ? Dans quel milieu vous avez grandi ? Vous allez nous parler, par exemple, de vos parents enseignants. Voilà, mes 2 parents sont enseignants, donc j'ai grandi dans une famille, disons, d'éducation. Donc, mon père enseignait la littérature arabe, ma mère était directrice d'école. Et donc, c'était les livres, l'enseignement. Pas de religion à la maison. On n'a jamais fait de fête religieuse, que ce soit chrétienne ou musulmane ou autre, même pas le Nouvel An. Papa voulait... Quand même sunnite, d'origine sunnite. D'origine, on est né sunnite, mais on n'y peut rien contre ça. Donc on est né comme ça. Déjà, juste pour vous dire que j'ai une chose que je n'ai jamais dit, c'est que nous, toute la famille Harfouch, quand on est né, on est prince Harfouch, donc prince Omar Harfouch. Il n'y a que moi, mon frère et ma sœur qui n'ont pas ce titre-là. Parce que les Harfouch faisaient partie des familles princières qui étaient 5 à l'époque... avant l'indépendance du Liban. Et donc, papa, il ne voulait pas ni donc le titre, ni faire une éducation, disons, religieuse, puisque papa aussi était le seul enseignant d'origine musulmane qui enseignait au Collège des Frères, qui était une école chrétienne, catholique. Il était le seul... au tout le Liban qui s'appelait Mohamed Harfouch, donc il était très respecté, très aimé. Et d'ailleurs, vous avez été élève dans les classes de vos parents ? Moi, mon père était mon prof. Ouais. Et alors, c'est dur ou pas ? Parce que je vais vous dire une chose, j'ai vécu la même situation que vous. Élève de ma mère et de mon père. C'était très compliqué. Alors, pas avec papa. Papa, il était très gentil. Il est sévère à la maison, mais il est... Bon, sévère,
il faut pas... C'est relatif. Quelque part pour les autres. Hein. Oui, mais c'est sévère. Mes parents étaient très gentils. Ouais. C'est juste sévère, ça veut dire on avait des heures de silence l'après-midi, il faut respecter ça, on parle pas, on fait pas de bruit pendant 2 heures l'après-midi. C'est ça la sévérité. Mais il était très gentil, on l'aimait tous, moi y compris. Mais le plus drôle, c'est que en classe, on n'appelle pas par le prénom, on appelle par le nom de famille. Donc lui, il disait Harfouche en s'adressant à moi et tout le monde rigolait à chaque fois. Mais papa était très apprécié. Et toujours d'ailleurs, il a un certain âge, mais ses anciens élèves viennent toujours le voir. Maman, directrice d'école, mais j'ai pas été chez elle. Maman était, encore aujourd'hui, tout le monde l'appelle, même là, l'été, elle vit au bord de la mer, dans un endroit magnifique et tout ça, tout le monde l'appelle Moudira, ça veut dire la directrice. Elle a gardé ce caractère de directrice, elle aime diriger et tout ça, mais maman, en plus de son travail le matin, elle nous préparait à manger après l'école. Après, elle donnait des cours pour des élèves qui venaient pour avoir des cours privés à la maison. Et le soir, elle étudiait parce qu'elle a fait son doctorat alors que nous, on était là et conscients et tout ça. Et maman était, juste à la parenthèse, était une militante féministe pour la liberté et le droit des femmes. Donc dans les années 70, hein. Oui, c'est ça. Et moi... C'était rare à l'époque. C'était très rare. Et moi, je l'accompagnais souvent parce qu'elle ne pouvait pas me faire garder dans les manifestations. Et je crois que j'ai beaucoup pris et appris de cette époque-là. D'ailleurs, même si le Liban des années 70 n'avait rien à voir avec le Liban d'aujourd'hui. Rien à voir. Déjà, avant la guerre, déjà. Hein. Oui, déjà, le dialecte n'est pas le même. Il y a une nouvelle génération que je reconnais. Je ne comprends pas du tout comment ils sont, comment ils ont été élevés. Et c'est pas un reproche, mais ça n'a rien à voir avec nous, notre génération. Et aussi, là, par exemple, vous allez au Liban, vous avez 1,5 million, voire 2 millions de réfugiés syriens. En fait, la population, vous la reconnaîtrez plus. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir. Et votre enfance, Omar Harfouch, elle a été marquée, comme vous l'avez dit, par la guerre civile du Liban. Le chaos, les barrages, les morts autour de vous. Vous en avez connu beaucoup. Oui. Beaucoup d'amis qui sont morts. Est-ce juste de dire que cette époque, que ces images de la guerre, ça vous poursuit encore aujourd'hui? Parce que c'est un peu ce que vous avez dit au début de cette émission par rapport à ce concerto pour la paix. Hein, vous les avez toujours en tête? Moi, je pense que les Libanais de ma génération, ils se reconnaissent dans ce que je vais dire, c'est que nous, on pensait qu'on a eu une enfance heureuse. Ouais. Parce que l'enfant vit dans le déni. Même ce qu'on voit aujourd'hui dans les camps ou autres, les réfugiés climatiques ou autres, on les voit courir, jouer et tout ça. On dit, regardez, il ne se passe rien, ils jouent au football à la plage. Mais en réalité, l'enfant, il fait abstraction de ce qu'il est en train de vivre, ce que j'étais moi. Mais la guerre, elle est en moi. Parce que quand la guerre a commencé, vous aviez quoi, 6-7 ans, hein? Moi, jusqu'à mes 17 ans. Ouais. C'est-à-dire depuis ma naissance jusqu'à mes 17 ans. Ouais. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand il y a les feux d'artifice, alors que si je ne le savais pas à l'avance, je sursaute. Donc, y compris en France. Hein. Oui, je me jette sous le lit ou par terre. Oui, en France, je parle en France, parce qu'au Liban, les feux d'artifice sont malheureusement autre chose. Et donc, parce que je pense, à un moment donné, que je suis là en pleine guerre à nouveau. Il y a aussi le réflexe, quand on voit que les gens vont en guerre. Par exemple, je prends l'exemple. Quand le président français, il dit on va envoyer les soldats en Ukraine, je vous donne un exemple, je ne prends pas, je n'ai pas d'avis sur ça, mais moi, tout de suite, j'ai le réflexe de quand, par exemple, des jeunes de mon quartier disent maintenant, vous allez tous porter des armes et vous allez combattre le quartier qui sont aussi des amis à nous. Donc, je ne peux pas m'empêcher tout de suite. On le verra tout à l'heure, mais vous êtes lié aussi à l'Ukraine. Hein. Oui, j'ai grandi en Ukraine, donc je me considère aussi ukrainien. Ouais. Mais alors, cette enfance en pleine guerre civile, c'est quand même une belle enfance? Moi, c'est le piano qui m'a rendu mon enfance belle, parce que mes amis, c'était Tchaïkovski, le groupe des 5, et Beethoven, et Chopin surtout. Je lisais tous les jours leurs biographies, j'écoutais leur musique. Je rêvais d'eux, je rêvais que j'étais avec eux. Et donc, c'était ça mon monde. Et quand je sortais de la maison, c'était soit pour aller à l'école, soit pour faire des concerts, parce que j'ai commencé à faire des concerts à partir de 15-16 ans au Liban, 5 concerts par année, ce qui était beaucoup. Soit pour, à 16 ans, j'ai créé une radio FM avec mon frère Walid à Tripoli au Liban, et donc soit pour aller à la radio. Et j'étais indépendant, je vivais seul à partir de mes 15 ans. Alors, oui, mais vous avez quand même vécu, hein, et vous le dites depuis, cette haine entre communautés au Liban. Alors, la haine... Vous en retenez quoi? C'est quelque chose c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. J'avais une haine que je ne comprenais pas, qui était, disons, influencée par des lavages de cerveau qu'on était obligé parfois d'écouter et tout ça. Je me suis toujours battu contre ça.
parce que je trouvais injuste ce qu'on voulait nous inculper. Non, mais vous l'avez connu en tout cas autour de vous. Je l'ai connu autour de moi. Je l'ai peut-être eu quand, par exemple, les Syriens ont kidnappé mon papa. Alors voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. Voilà. On va préciser les choses. Votre père, il avait été enlevé par les Syriens quand ils ont envahi le Liban. Pourquoi ? Parce que sa radio était opposée justement à l'entrée de l'armée syrienne au Liban. Il est resté 2 ans. 2 ans, vous savez, vous n'avez plus de nouvelles de lui en Syrie. Ça a marqué une enfance ? Oui, alors, j'ai plusieurs traumatismes. Donc, la guerre elle-même, le traumatisme de la disparition de mon papa, parce que nous, on ne savait pas s'il était vivant ou pas. Mmh. Et on a appris 2 ans après qu'il était vivant, parce qu'on a fait beaucoup d'essais pour en aller à Damas, en Syrie. On essayait de supplier les gens. Même, j'ai encore le souvenir que maman, elle pleurait devant les généraux syriens. S'il vous plaît, laissez-nous au moins savoir s'il est vivant ou pas. Après, on apprend qu'il était vivant. Et il a été libéré. Et là je découvre mon papa avec une barbe qui s'est fait torturer pendant 2 ans et tout ça. Mon père, c'est un gentil. Et paradoxalement, cette haine, je l'ai complètement fait disparaître parce que c'est un processus que j'ai fait pendant des années. Je trouve que si on se débarrasse de la haine, tout devient clair et on découvre la vérité. Je suis sûr et certain que vous aussi, vous êtes à la recherche de la vérité. On cherche tous la vérité. Pour moi, le cheminement vers la vérité commence d'abord par l'amour. D'ailleurs, c'est ce que j'ai appris au collège des frères, c'est l'amour de l'autre. Et la deuxième chose, c'est pardonner, c'est le pardon. J'ai mis beaucoup d'années à pouvoir arriver à ça, parce qu'au départ, c'était par rapport aux Syriens. Et j'arrive à Moscou, et c'est un Syrien qui m'aide. Et c'était aussi par rapport aux Israéliens qui, en même temps, occupaient 20% en fait, le Liban était occupé une partie par Israël et une partie par la Syrie. Et il y avait une partie un petit peu libre, Juillet et tout ça. Et donc, ça, c'est mon enfance. Et donc, si la haine que j'avais, une petite, parce que je ne suis pas haineux, pour les Syriens, je me suis réconcilié avec même le dialecte, parce que l'ami pianiste à Moscou, Ziad, qui m'a aidé, quand il m'a dit « shlonak », ça veut dire « kifak » en syrien, c'est-à-dire « comment tu vas ?» mais en syrien. J'ai eu peur, je me suis dit « ça y est, je vais recevoir un coup » parce que les Syriens nous battaient, enfants. Mais après, j'ai compris que non, il était pianiste, qu'il était cultivé, qu'il était génial. Et tout ça, je l'ai aimé, il m'a aidé. Et finalement, je me suis débarrassé de la haine. Et d'ailleurs, vous dites, les Israéliens, vous avez vu des soldats israéliens au Liban ? Justement, oui, ils ont occupé, bombardé. Et alors, quand vous voyez des soldats israéliens au Liban, comment vous réagissiez à ça ? C'était pareil que les soldats syriens. En fait, chacun faisait autant qu'il pouvait en tuant, en massacrant. Donc, c'était la même chose. Moi, enfant, pianiste, qui voulait que être pianiste, je ne voyais que des gens qui nous voulaient du mal, parce que quand c'était pas les Israéliens, quand c'était pas les Syriens, c'était les Libanais. Parce que là aussi, on pouvait pas aller en dehors de notre région, parce que si tu es musulman, c'est les chrétiens qui vont te massacrer. Si tu es donc c'est cette donc, haine tout entre le monde. communautés. Oui. Et alors, pianiste, vous racontez que vous avez été le pianiste. En tout cas, vous avez joué au piano dans la résidence d'été du président Souleymane Frangier, qui était président du Liban à partir de, je crois, 1975, quelque chose comme ça. Alors, ça, c'est uniquement après que je me suis rendu compte que c'était un privilège de jouer au palais de Souleymane Frangier, qui était un président, disons, célèbre dans le monde entier. Mais c'est un parcours de circonstances que je dois quand même aussi expliquer. C'est que ma petite amie de l'époque était la sœur de la femme de Souleymane Frangier Junior. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, visiblement, il va devenir le président prochain du Liban. Et donc, c'est en allant chez elle, en passant les week-ends avec elle, alors qu'on avait 16-17 ans tous les deux, que là, le grand-père, donc, qui est le président de Liban, il découvre que j'étais pianiste, il me demande de jouer, je joue, il me dit « tu joues très bien, viens jouer quand il y avait des réceptions et tout ça ». Et puis lui-même, après, il me dit je vais t'envoyer tu es très doué, je vais t'envoyer en France, en Italie, tu choisis la bourse que tu veux. Et alors là, vous remportez un concours, voilà. Et c'est là où vous partez à Moscou. Voilà, et moi j'ai dit au président, mon rêve c'est d'aller en Russie, en Union soviétique, parce que je suis passionné par le groupe de Saint-Pétersbourg qu'on appelait le groupe des 5.
Et je veux aller là-bas, c'est l'école russe qu'il me faut. Je connais mes difficultés techniques et il n'y a que les Russes qui peuvent me faire un meilleur pianiste. Donc vous allez à Moscou, vous apprenez le russe, hein? J'arrive, je ne parlais pas russe du tout. Voilà, vous apprenez le russe. Voilà, j'apprends le russe. Et vous avez même une formation de... diplomatie, oui. Si je crois, vous allez me préciser, c'est bien ça, entre 1990 et 1992. Alors, j'étais en 90, 91, 92 élève de Alek Gerasimich Persipkin, qui était le recteur de l'académie, mais également de Evgeny Primakov, qui est devenu Premier ministre de la Russie après. Et ministre des Affaires étrangères de Helsinki. Hein. Voilà, il était ministre des Affaires étrangères de Helsinki, après il devient Premier ministre. C'est lui d'ailleurs qui a ramené Poutine en tant que Premier ministre, qui l'a présenté à Helsinki. Mais c'était des arabistes, des arabisants. En russe, on dit arabistes. Et moi, j'étais très, très bien vu par eux. J'étais très, très jeune. Je parlais 6 langues, je parle encore 6 langues. Et j'étais très doué, d'après eux, pour, en fait, n'importe quelle situation, je pouvais tout de suite trouver une solution, mettre les gens en confiance. Et j'ai quand même fait des études. Je n'ai pas fini les études ni au conservatoire à Dnepropetrovsk en Ukraine, ni à Moscou, parce qu'il y a une série de putsch d'abord à Moscou. Et d'ailleurs, c'était les arabistes qui ont fait le putsch contre Yeltsin à l'époque. Et donc, ils étaient mal vus. Donc, ils sont partis ils ont disparu de Moscou 10 ans. Et moi, je suis resté à Kiev, en Ukraine. Et le conservatoire, je ne l'ai pas fini parce que, à cette époque-là, après le putsch, donc, et Yeltsin, il reprend le pouvoir, il bombarde le Parlement. L'Ukraine devient indépendante, la Russie devient indépendante. L'Ukraine, sans rien faire, devient indépendante. Et je ne pouvais plus revenir à Moscou, là où j'habitais. Et donc, je me retrouve en Ukraine et j'arrête mes études de piano parce que l'État n'existe plus. Alors, on va préciser les choses. Vous allez assister à Moscou à l'écroulement de l'URSS, au Gorbatchev, à la démission de Gorbatchev, à l'arrivée de Boris Eltsine au pouvoir. Et justement, vous allez découvrir l'Ukraine. Et je crois que vous dites que c'est à ce moment-là que la page de la guerre civile du Liban a été tournée pour vous. Que la guerre civile était libanaise a été tournée dans votre tête. La page de la guerre civile. C'est à ce moment-là que vous... La page de la guerre civile, elle n'est jamais tournée. C'est mon enfance. Ouais. Je sais pas. Mais vous passez à une autre étape de votre vie, quoi. Je fête le 9 septembre comme mon jour d'anniversaire. C'est le jour où j'ai mis les pieds à Moscou. D'ailleurs, on est dans cette période-là, quand j'arrive à 17-18 ans, à Moscou, et ça, c'était ma propre naissance. Tout ce que j'ai vécu avant, je n'y étais pour rien. C'est mes parents qui ont eu un enfant, qui était moi. Et j'étais par accident à Tripoli, en pleine guerre civile, là où les gens se détestaient. Et moi, j'ai survécu à ça. D'ailleurs, moi, j'ai encore une trace d'un sniper dans ma jambe, parce que c'est celui qui courait le plus vite pour aller chercher le pain. Il y avait des snipers aussi, en plus de tout ça. Et donc, une fois, la balle, elle a frôlé ma jambe, mais moi, c'était un jeu. Tout le monde disait, bravo, Omar, tu cours le plus vite. Et donc, Moscou, pour moi, c'était ma propre naissance. C'était moi qui voulais aller là-bas. Tout le monde, naissance ou renaissance? Pardon? Ou renaissance? Renaissance. Non, c'est ma vraie naissance, parce que ma renaissance, elle viendra après. Peut-être on aura le temps d'en parler, voilà. Et alors, vous allez suivre les traces de votre papa, de votre père, en devenant le propriétaire d'un groupe de médias en Ukraine. Là, vous avez parlé de l'Ukraine. Hein, c'est ça, oui. ça on a créé la première radio FM avec mon frère de toute l'histoire de l'Ukraine. 93-14. Hein? La première radio FM de toute l'histoire de l'Ukraine, c'est les frères Harfouch qui l'ont créée. Donc, c'est dans l'histoire. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on a donc notre groupe. Parce qu'on parle d'aujourd'hui, donc j'ai Entrevue en France. J'ai une chaîne de télé lifestyle et mode à Dubaï. Et voilà, et donc... et qu'est-ce qui reste en Ukraine? Il reste le groupe, mais qui pour le moment, il est en sommeil, comme tous les groupes de médias. Voilà. Donc vous avez créé la première radio FM et vous avez croisé Volodymyr Zelensky. Tout le monde a croisé dans le milieu. Ça a dû vous faire drôle quand vous avez vu qu'il est devenu président de l'Ukraine? Je n'étais pas surpris parce que mon frère, il travaillait sur la campagne électorale de Vladimir, qu'on appelle Vova d'ailleurs, Vladimir Zelensky. On le connaissait comme tout le monde. Pour vous faire un petit peu une image pour comprendre qui était Vladimir Zelensky pour un Français, comme vous et ceux qui sont en train... Donc c'est Cyril Hanouna. Zelensky, c'est Cyril Hanouna? Cyril Hanouna qui devient président, et les chroniqueurs de Cyril Hanouna devient le cabinet de ministre, le premier ministre, le chef de service secret, le chef des armées. Par exemple, je vous donne un exemple. Ça ferait tout drôle en France si Cyril Hanouna devenait président et ses chroniqueurs ministres.
Eh ben c'est le cas en Ukraine. Ouais. Eh ben, le DJ le plus célèbre, David, il est aujourd'hui le président de groupes parlementaires. Ça peut marcher, ça? Comment? Ça peut marcher? Visiblement, ça marche en Ukraine. On a découvert un Zelensky héros comme l'Ukraine n'a jamais connu. Il a défendu seul le pays avec son téléphone portable quand les Russes ont envahi Kiev. Il n'a pas eu peur. Tout le monde, même moi, je pensais qu'il allait venir s'installer à l'hôtel Coste, président en exil, mais finalement non. Il a décidé de défendre l'Ukraine. Il a unifié les Ukrainiens alors qu'ils n'étaient pas unis avant la guerre. Sa femme, Elena, qui était d'ailleurs son associée, c'est elle qui écrivait les sketchs. Elena, c'est pas juste la First Lady en Ukraine, c'est une personnalité importante dans le dispositif de l'État ukrainien. Et elle n'a pas eu peur. Il lui a dit, si tu veux, avec les enfants, parce que leurs enfants sont petits, maintenant ils ont grandi, vous pouvez vous installer. Elle a dit non, je reste là. Même qu'il ne dormait pas dans la même maison, parce que lui, il était dans un bunker et elle était à la villa. Mais elle a aussi décidé de rester. Vous avez connu la Russie, l'Ukraine. Vous parlez russe, vous parlez ukrainien, je suppose. L'ukrainien, mais pas aussi bien que le russe. Et qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré quand vous avez ressenti cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, la guerre de Poutine en Ukraine? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Ma frustration, elle a commencé avant que Poutine envahit, parce qu'il a envahi l'Ukraine. C'est quand il y a eu des nouvelles lois qui interdisaient la langue russe, par exemple en Ukraine. On ne pouvait plus à la radio parler en russe. Kiev, toute la ville de Kiev parle russe. Je vous ai dit que je parlais mal l'ukrainien parce qu'on a tous appris, même Zelensky il a appris à parler ukrainien, on ne parlait pas. Même Zelensky il parlait à la télévision en ukrainien, mais à la maison il parlait russe. C'est comme un peu à Bruxelles. Si aujourd'hui Bruxelles, on interdit le français, comment la population va faire? Donc c'est exactement la même situation là-bas. Mais moi, la première frustration était quand il y a eu une loi interdisant d'avoir des livres en russe chez soi. Et moi, j'ai une énorme bibliothèque. J'avais une énorme bibliothèque de 5000 livres. Des livres que toute ma vie... Vous les avez tous lus? Évidemment, non. Mais j'ai lu une grande partie. J'adore lire. Et donc en russe dans le texte, hein? Oui, je lis évidemment, parce que j'étais éditeur d'un magazine le plus fort, disons, de l'Ukraine. Je répondais légalement de tout ce qui était écrit, donc je lisais tout avant publication. Je lis parfaitement. Et donc là, le jour où ils sont venus en camion pour prendre mes livres, c'est quelques années avant la guerre. Et là, moi, j'ai senti que la ville de Kiev est en train de changer, que ce n'était plus... Je me reconnaissais plus, en fait, dans l'Ukraine qui est en train de devenir. Donc ça, c'était ma première frustration et j'ai commencé à aller un peu moins parce que moi, si vous voulez, si j'ai pas mon piano, parce que quand ils ont pris les livres et mon piano à queue, parce que c'est mon piano, c'est comme ma femme, donc c'est le piano qui voyage avec moi. C'est toujours le même? Oui, il est à Paris. Donc à ce moment-là, j'ai dit bon, il y a plus de livres, le piano, j'arrivais plus à jouer, donc je l'ai emmené à Paris et à partir de ce moment-là, je suis resté à Paris donc vous êtes en France depuis 1994, 1994. Oui, voilà, je suis on va reparler résident de ça. En France depuis 1994. 94. C'est vrai que votre fortune, elle est née de votre exil ukrainien? Pourquoi exil? Parce que quelque part, vous êtes parti en Ukraine. Ah oui, bon, c'était un accident, on va dire. Oui. Non, mais ma fortune, je suis devenu millionnaire grâce à la radio. Avec ce que je fais avec mon frère, radio, télévision, concert et tout ça, on peut être que millionnaire. Mais c'est très bien d'être millionnaire. Et grâce à ça, d'ailleurs, on a eu un nom. Les gens nous font confiance. En Ukraine, on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de conflit avec qui que ce soit. D'ailleurs, on est restés les seuls indépendants, mon frère et moi, parce que les autres médias appartenaient, comme en France, à des oligarques. Et donc, on est restés. D'ailleurs, j'essaie d'avoir exactement cette même indépendance en France actuellement. Et alors, vous avez déclaré, c'était en mai dernier, ne pas pouvoir vivre avec moins de 9 000 euros par jour, c'est vrai ça? Alors, c'est un peu choqué quand vous avez dit ça, c'est vrai ou pas? 9 000 euros par jour, ça vous suffit pas? C'est très courant pour moi de dire des conneries dans des interviews, parce qu'en fait, les gens n'ont pas la même vie que moi, et ce qui me semble normal peut choquer les autres, je fais attention, mais je ne sais pas si j'ai déjà dit, là, depuis le début de l'interview, des conneries. Ça, on va savoir demain, après la diffusion. Mais moi, je suis un vrai, donc je dis les choses telles qu'elles sont. Maintenant, parfois, on sort une phrase de son causet, mais attendez, je ne dis pas que je n'assume pas. J'assume tout ce que j'ai dit.
Et si ça vous a choqué, je suis désolé. Non, ça je vous demande. Je dis ça a choqué puisque la phrase a été reprise. Mais en France, tout choque. Ouais. Tout ce que vous dites, ça va choquer. Surtout quand on parle d'argent. Hein, en premier, l'argent, mais en général, tout ce qu'on dit choque et tout cause problème. Alors, on va retourner au Liban, hein, votre pays, le pays de votre cœur, de votre enfance. Ce n'est pas le pays de mon cœur. C'est pas le pays de votre cœur. C'est mon pays par naissance et par obligation. Ouais, alors... Donc, j'y peux rien. J'ai la nationalité libanaise et je suis soumis à la loi libanaise. Donc, mais ce n'est pas le pays de cœur. Pour moi, c'est la France. C'est la France. C'est Paris. C'est Paris. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas français. Non, je suis parisien. Et vous avez envie d'avoir la nationalité française ou pas ? Actuellement, oui. Je réfléchis à ça. D'ailleurs, je prépare mon dossier pour ça parce que je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Ce que je dis et mes croyances et mes idées dérange le Liban sur l'ouverture sur les autres peuples, sur l'amour de l'autre et tout ça. Et donc, au Liban, ils ne sont pas contents de mes prises d'opposition et de parole. Donc peut-être vous pouvez faire une demande à Emmanuel Macron. Hein? Non, je ne ferai pas la demande à Emmanuel Macron. J'ai le droit d'avoir la nationalité. Je paye mes impôts, je suis salarié, je vis en France depuis 30 ans. Vous souhaitez l'avoir en tout cas. Oui. Et je ne suis pas Pavel de l'Europe pour avoir un passeport comme ça pistonné, mais moi j'ai le droit. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire d'ailleurs de Pavel ? Oui. Vous le connaissez ou pas ? Je l'ai croisé comme ça, mais juste pour vous dire que la polémique que c'est la France, l'État français qui veut faire des problèmes à Pavel, ce n'est pas possible, parce qu'en France, heureusement, la justice, elle est indépendante, et les complots américains non plus, le complot israélien non plus, c'est tout simplement, il aurait dû venir répondre aux convocations de juges, et il n'est pas venu, et puis voilà. Alors, retour au Liban, 2022, vous vous présentez aux élections législatives à Tripoli, votre ville de naissance, vous rêviez, ou certains rêviez pour vous du poste de Premier ministre, et puis ça n'a pas marché, ça a été un échec. C'est une épreuve ou c'est la fin d'une histoire ? L'échec était prévisible puisque je n'avais aucune chance de gagner pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'étais pas dans un parti et je ne faisais pas partie d'une liste, donc j'étais indépendant. Deux, mon discours s'adressait à ceux qui ne votent pas. À savoir, et là j'aimerais juste expliquer ça. Moi je parlais aux gens qui habitent, parce que j'étais à Tripoli candidat, à ceux qui habitent à Tripoli et qui n'ont pas de papier. Comme par exemple... quelques centaines de milliers de Palestiniens qui vivent dans des camps de concentration, mais c'est pire qu'un ghetto parce que le ghetto en Europe, à une époque, les gens qui habitaient dedans, ils pouvaient sortir du 7h du matin jusqu'au 7h du soir. Les Palestiniens vivant dans des camps depuis maintenant, il y a la 4e génération qui sont nés, qui vivent dedans, ils n'ont pas le droit de sortir du tout. Ils n'ont pas la faute à qui ? La faute à qui ? C'est les Talibanais. Voilà, on est d'accord. Ah bah oui, j'aimerais, si vous voulez, peut-être c'est quelque chose d'important parce que si on peut ne pas passer en légèreté sur ça, j'ai besoin de parler de ça en profondeur. Les Palestiniens vivant au Liban dans des camps qui sont nés au Liban, ils n'ont pas le droit à l'éducation, ils n'ont pas de l'eau potable, ni aux médecins. Il y a le malaria, il y a plein de maladies, rien en buvant l'eau usée. Et moi... Et des gens d'ailleurs comme Rima Hassan disent c'est à cause d'Israël, c'est pas à cause d'Israël, si j'en sont là aujourd'hui. Alors, Rima Hassan est un enfant né dans un camp en Syrie de réfugiés. Mais puisque vous parlez d'elle, je voulais juste vous dire que moi, j'aurais aimé et voulu donner à des gens comme Rima Hassan la nationalité libanaise. C'était ça mon combat à Tripoli, parce qu'il y a 2 camps de réfugiés palestiniens autour. 4e génération de Palestiniens nés au Liban, aucun papier. Ils sont reconnus nulle part dans le monde. Rima Hassan faisait partie de ces gens-là, mais en Syrie. Or, le Liban et la Syrie, mais je ne peux pas parler du Liban, mais si vous voyez l'exemple de Rima Hassan, il est parfaitement légitime de l'imaginer dans un des camps à Tripoli, parce que c'est la même situation. Les Libanais, ou une partie de Libanais, disent « Nous aimons les Palestiniens. Nous voulons libérer la Palestine parce qu'il y a un ennemi là-bas, etc. » En même temps, ils ne donnent pas les papiers aux Palestiniens au Liban. Ils ne les considèrent pas comme des humains. Ils les considèrent, même les animaux ne vivent pas comme eux. Donc c'est l'État libanais. Hein, la 4e génération née au Liban sans papier et sans médicaments, c'est les Libanais et l'État libanais. Alors, vous n'avez pas que des amis. Mais là, attendez, parce qu'on a fait un raccourci. Quand Rima Hassan dit que c'est la cause d'Israël, parce qu'évidemment, ils ont été chassés de Palestine quand l'État Israël a été créé. Donc ça, c'est une réalité. Mais moi,
je ne parle pas de ce qui s'est passé il y a 70 ans. Moi, je veux aider les Palestiniens d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la haine et l'amour, on peut l'avoir uniquement quand on se réveille le matin et on dit ce qui s'est passé hier, c'était hier. Aujourd'hui, comment je peux faire du bien ? Alors, vous n'avez pas que des amis au Liban et surtout pas du côté du Hezbollah. Est-ce que c'est juste de dire que le Hezbollah vous poursuit et vous allez nous raconter quelques anecdotes parce qu'il considère que vous voulez une normalisation avec Israël ? Alors, eux, ils considèrent, ils ont un quotidien qui s'appelle Al-Akhbar, qui est leur média officiel, c'est reconnu. Donc, eux, ils considèrent que même ce que je viens de vous dire à l'instant est une forme d'appel à la normalisation. C'est-à-dire, on doit dire l'ennemi, on ne dit pas le mot Israël, on doit dire l'antité-sioniste. L'antité-sioniste. Comme l'a dit récemment le député LFI, Sébastien Delogu, il n'a pas voulu dire Israël, il dit antité-sioniste. Parce que si vous dites Israël, vous êtes déjà soumis à la loi. Et vous dites ? Moi, je dis Israël. Voilà. Parce que le Liban a reconnu Israël quand on a signé les accords de Karish pour le gaz. Voilà. Et moi, ce n'est pas que je reconnais l'État d'Israël. Moi, en tant que citoyen libanais, je dois me soumettre à la loi libanaise. Et la loi libanaise dit que l'État d'Israël n'existe pas. Et pourtant, le Liban, officiellement, a signé avec qui ? Avec l'État d'Israël, les accords de Karish. Il n'a pas signé avec Mahmoud Abbas, il n'a pas signé avec l'autorité palestinienne, ni avec qui que ce soit d'autre. Il a signé avec un pays qui s'appelle Israël. Et le papier de l'ONU, je l'ai, c'est écrit État libanais, État d'Israël. Donc à partir de ce moment-là, moi je considère que comme le Liban a officieusement signé avec l'État d'Israël, donc il reconnaît l'existence de l'État d'Israël. Et donc moi, en tant que Libanais, j'ai le droit de dire Israël, et j'ai le droit, comme l'État libanais et comme le Hezbollah, parce que le parrain de cet accord, c'est le Hezbollah lui-même, c'est eux qui ont dit, si vous ne signez pas, on va vous envoyer des drones. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avant. Et donc, pourquoi eux, ils ont le droit de le dire et pas moi ? Ça, c'est un. Mais moi, en tant que Parisien, en tant que vivant sur le sol français depuis 30 ans, je ne peux pas dire que l'État d'Israël n'existe pas. Parce qu'il existe. Vous aimeriez aller en Israël ? Attendez, vous faites des raccourcis et vous rajoutez à mes chefs d'inculpation à chaque fois. Non, mais je vous êtes en train. Je suis sûr que vous aimeriez aller en Israël. Moi, j'aimerais rencontrer les gens du monde entier, là où ils sont. Parce qu'on vous a reproché d'avoir donné une conférence dans une salle où il y avait des Israéliens. Et vous êtes depuis... Alors, le Hezbollah et le Liban considèrent que quand j'ai parlé de problèmes de corruption au Liban, au Parlement européen, mais en présence de juifs, je reprends les chefs d'inculpation, juifs, sionistes et israéliens, j'ai enfreint la loi et donc c'est de 15 ans jusqu'à la peine de mort. Or, ils m'ont donné ma chance de dire pardonnez-moi, j'ai fait une erreur et tout ça. Et là, je suis allé devant les Nations Unies en disant voilà, mon pays me poursuit pour ça, je revendique devant le monde entier, parce que c'était dans la session des droits de l'homme à Genève. Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, vous avez prononcé un discours qui a marqué dans la mesure où vous avez affirmé que le Liban doit cesser d'être un pays antisémite, discriminatoire et raciste. C'était il y a un an, en septembre dernier. Et moi, Omar Harfouch, en tant que citoyen du monde et parisien, je veux pouvoir parler avec des Israéliens, avec des sionistes. S'ils sont sionistes, ce n'est pas un problème, c'est leur conviction, avec des Israéliens, puisque l'État français reconnaît les Israéliens. Et donc, j'ai demandé à l'ONU de me donner ce droit que le Liban m'empêche d'avoir. Parce que, figurez-vous que moi, je suis en face de vous, mais avant de vous donner l'interview, selon la loi libanaise, je dois vous demander d'abord si vous étiez juif, si vous étiez sioniste, si vous étiez israélien. Si ça se trouve, vous êtes les trois, je suis dans la merde. Donc, comment voulez-vous que je vive ? Moi, là, je joue bientôt au Théâtre des Champs-Élysées avec 66 musiciens. Je connais à peine le prénom des musiciens. Vous imaginez que je vais aller demander à chacun. Et ça veut dire quoi si je le demande ? Ça veut dire quoi si je le pense ? Ça veut dire que je suis raciste, je fais de la discrimination et je suis antisémite. Et vous ne l'êtes pas ? Évidemment que je ne le suis pas. Vous avez beaucoup d'amis juifs, éventuellement israéliens, éventuellement sionistes. Vous en fichez, en fait. Mais moi, ce qui me plaît chez les gens, ce n'est pas d'où est-ce qu'ils viennent ou leur religion, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils ont dans leur tête, dans leur esprit. Évidemment. En gros, vous êtes un universaliste. Évidemment, je suis un universaliste. D'ailleurs, la LICRA m'a remis le prix de l'universalisme et je suis tellement... C'est pour ça que je vous dis ça. Oui, merci beaucoup. Je suis fier de ce prix-là, plus que de mes études de musique et de diplomatie. Vous redoutez un affrontement entre le Hezbollah et Israël ou pas ? Alors, l'affrontement, il était inévitable. Je constate que les deux parties, mais surtout le Hezbollah, font beaucoup d'efforts pour ne pas que ça dégénère.
On l'a vu là récemment aussi. Mais je vous le dis, le Hezbollah a pour doctrine d'envahir un jour ou l'autre Israël. Donc c'est une question de temps. De détruire. Comme l'Iran. Alors, moi je peux parler uniquement de Liban parce que je suis libanais. Je peux parler de... Et vous constatez que le Hezbollah veut détruire Israël. C'est dans leur doctrine. Ouais. Ils veulent libérer Jérusalem. Ouais. Mais ils pourront en faire quoi? Pour l'occuper? Je ne comprends pas. En fait, moi, en tant que Libanais, pourquoi je veux libérer le Tibet, par exemple? Pour quelle raison? J'ai aucune intention de libérer quoi que ce soit. Au contraire, les Libanais doivent regarder le pays qui est le Liban, qui est en pleine crise financière, morale, éthique. Et évidemment, ils doivent reconstruire un pays. Il n'y a pas d'électricité au Liban, il n'y a pas Internet au Liban, et ils veulent aller libérer Jérusalem. Là, depuis l'explosion qui a eu lieu au port de Beyrouth, c'est la décadence. En fait, plus rien ne marche là-bas. Hein? Ouais. Et le Liban, pour vous, c'est fini ou pas? Vous avez tourné la page? Pour moi, personnellement, ça ne sera jamais fini parce que je suis né là-bas. Ouais. Donc, c'est pas, je le dis pas avec une nostalgie. Moi, je suis factuel. Je suis né au Liban. Sur tous mes papiers, même si je deviens français, à chaque fois qu'ils ont demandé un extrait d'acte de naissance, ça va être écrit naissance Liban. Donc, je peux pas dire non, je suis français. Maintenant, ne dites plus le Liban. Mes parents vivent au Liban aussi. Ils seront enterrés au Liban. Donc, et en plus, moi, je considère que les Libanais comme un peuple extraordinaire. Même un Libanais, c'est un concept en soi. C'est pas une nation, ce n'est pas un pays. C'est un concept. Il y a tout dans un Libanais ou chez un Libanais ou chez une Libanaise. Les Libanaises, c'est les femmes les plus merveilleuses de toute la planète. Et donc, ce n'est pas une appartenance uniquement à un territoire. Je revendique ma ressemblance avec surtout la diaspora libanaise, qui est universelle et qui parle avec la planète entière. La seule chose que je déplore, c'est que les lois au Liban soient évidemment raciales et discriminatoires et antisémites. Et alors, votre parcours, votre universalisme, Omar Harfouch, votre sens du vivre ensemble, votre envie de paix, vous conduit donc à organiser, c'était après Béziers, après Dubaï, ce concerto pour la paix, c'est le 18 septembre au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre Philharmonique de Béziers. Alors d'abord, vous allez nous raconter peut-être le cheminement de ce concerto, et puis aussi qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez et quand vous êtes dans une salle face à un public. Alors, en plus de Dubaï et de Béziers, j'ai joué à la Commission européenne à Bruxelles, une composition que j'ai faite pour ce concert-là qui s'appelait et s'appelle toujours Sauvons une vie, nous sauvons... Parce que vous êtes aussi compositeur, pianiste et compositeur. Je suis d'abord compositeur et je joue mes propres compositions. Parce que être pianiste, par exemple, interprète, c'est jouer Chopin, Bach... et ça, vous allez le faire. Et ça, je le savais à l'époque, mais aujourd'hui, je suis incapable. Ah bon? Parce que pour ça, il faut au moins jouer par jour, 5-6 heures par jour. Moi, je m'entraîne beaucoup uniquement à l'approche d'un concert, mais entre les concerts... Là, d'ailleurs, la préparation de ce concert, c'est plusieurs heures par jour? Là, je suis à 4h30 et la semaine... Donc là, à partir de demain, je serai à 12 heures par jour. 12 heures par avec jour. Alors donc Béziers, Dubaï, la Commission européenne, Vatican, l'Institut du monde arabe, le Sénat français, ça, tout ça c'est déjà fait. Et puis bientôt, donc là on a Paris, après Genève à l'ONU, là où j'ai fait mon discours, donc ils m'ont invité pour jouer ma musique, c'est incroyable. Là je vais reparler mon musique et ça sera la session internationale pour la journée de la paix qui est le 20 septembre. C'est un honneur incroyable. Je joue avec l'Orchestre Philharmonique de Béziers à l'ONU à Genève, à l'ouverture de la session, c'est à 9h30 du matin. Ensuite, le 14 novembre, je suis invité par le Vatican pour jouer le même concerto donc à la bibliothèque. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais, j'ai une lettre, je peux vous la montrer, mais malheureusement, ceux qui nous écoutent ne peuvent pas la voir. Cher maestro, nous aurons l'honneur de vous recevoir pour jouer votre concerto. Et quand je vous entends, ce concerto pour la paix, ce qui serait beau, c'est de le jouer à Jérusalem. Mais c'est inévitable de le jouer à Damas, à Beyrouth, à Jérusalem, en Jordanie, à Bagdad, à Téhéran. C'est le but. À Moscou, à Kiev. Partout, quoi. Partout, là où il est nécessaire. Là où on va pouvoir, au moins pendant 17 minutes, ne penser qu'à la paix. Parce que alors, ce concerto, il dure 17 minutes, mais il y aura d'autres... Oui, il y a d'autres compositions comme « Sauvons une vie et nous sauvons l'humanité ». Donc c'est une phrase de la Torah. Voilà, qui dit que si celui qui sauve une vie sauve l'humanité, celui qui tue une vie tue l'humanité. N'est-ce pas une bonne réflexion pour tous les dirigeants du monde actuellement? Et cette même phrase, figurez-vous, elle est exactement mot à mot
la même dans le Coran. Donc, et les musulmans et les juifs ont exactement la même phrase en appelant les croyants à sauver des vies. Donc moi, personnellement, si je peux sauver une vie, je serai l'homme le plus heureux au monde. Mais si je vais avoir 1400 personnes, j'espère que le théâtre sera plein. Et chacun... Et donc les auditeurs chacun va sauver une vie, nous allons sauver 1400 fois l'humanité. Et ceux qui veulent assister à ce concerto, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors justement, il y a déjà des complications parce que comme il y a que beaucoup de VIP qui sont... Alors il dit oui, si cette personne, elle vient, moi je viens pas. Et moi j'ai dit écoutez, c'est un concerto pour la paix. Alors on va pas se battre avant d'aller, soit vous venez en paix. Donc regarde sur les réseaux, sur le site du Théâtre des Champs-Élysées. Oui. Et donc précisément, ça veut dire quoi un concerto pour la paix? Ça représente quoi pour vous? Alors déjà, c'est un concerto pour piano et orchestre. Donc orchestre, on précise les choses, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, vous serez accompagné de l'orchestre philharmonique de Béziers. Avec Mathieu Bonin, qui est le chef d'orchestre de Béziers et de cet orchestre. Et donc, oui, je vais jouer avec eux. Alors, de quoi la musique, elle parle? Déjà, apparemment, la musique, elle est jolie parce que ça a été un succès à Béziers, standing ovation pendant plusieurs minutes et tout ça. Donc, j'espère que le public va aussi aimer. Donc, il y a quand même de la belle musique. Mais l'histoire, c'est le petit Omar dans la guerre civile au Liban. Le petit Omar, c'est vous, hein? Oui. Qui s'adresse à Omar adulte en disant « Ne me dis pas que tu vas rien faire cette fois. Tu as déjà vu tout ce que j'ai vécu en tant que Omar petit en guerre civile. Et là, tu vas pas être spectateur et de ce qui est en train de se passer. » Parce qu'en réalité, les guerres, on dit aujourd'hui, elles sont en Ukraine, en Palestine, Israël et au Liban, qu'elles sont loin, mais on ressent même à Paris et en France les germes d'une future guerre globale. Les Français se font la guerre du matin au soir. Aujourd'hui, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes soit fasciste, soit antisémite, soit islamophobe. Et il y a plus, les mots n'ont plus la même valeur. Par exemple, moi, je défendais mon droit à ne pas être antisémite, mais c'était il y a un an. Aujourd'hui, le mot, il n'est plus le même. Aujourd'hui, si vous dites Netanyahou, vous êtes antisémite. Or, dire Netanyahou, c'est politique. Et donc, quand on n'a plus de repères, et on n'en a plus, quand on juge des gens, on les met en garde à vue parce qu'ils ont montré un drapeau légal, pas un drapeau de l'État islamique ou je ne sais pas quoi, on les met en garde à vue. Si quelqu'un veut dire un mot, on le met en garde à vue, peu importe qui est en train de le faire contre l'autre. Et quand la loi n'existe plus, et que c'est la loi uniquement des politiques qui, eux, ils décident. Bon, maintenant, tu es contre la loi parce que moi, j'aime pas ce que tu es en train de faire. On perd les repères. Et c'est comme ça que la guerre a commencé au Liban. Le Liban était merveilleux, était la Suisse de l'Orient, du Moyen-Orient, parce qu'il y a eu des hommes et des femmes. À l'époque, c'était que des hommes, parce que la femme ne participait pas à la politique libanaise, qui ont décidé que le chrétien est mon ennemi, le musulman est mon ennemi. Ils vont redouter une libanisation de la France? Mais déjà, en politique, c'est déjà la libanisation. N'est-ce pas la même situation que le Liban actuel? Alors, on arrive à la fin de cette émission. Omar Harfouch, le concerto pour la paix, c'est aussi beau et beaucoup, comme on vient de l'entendre, un message que vous avez envie d'envoyer au peuple de la région et à leurs dirigeants. Est-ce que vous croyez qu'ils vont l'entendre, qu'ils peuvent l'entendre? C'est forcément... ils vont l'entendre parce qu'ils seront dans une salle fermée. Et l'orchestre, il va très bien jouer, la musique est très belle. Mais c'est surtout l'émotion qu'ils vont ressentir, que ce soit ma propre émotion ou celle des musiciens qui seront avec moi. C'est soit on est sensible à vouloir vivre mieux, soit on va sortir et on va détruire quand même le monde. Alors avant de conclure, Omar Harfouch, je rappelle que vous allez vous produire le 18 septembre prochain avec l'Orchestre Philharmonique de Béziers au Théâtre des Champs-Élysées, où vous allez interpréter votre concerto pour la paix. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J, à dimanche prochain. Et puis avec vous, rendez-vous le 18 septembre au Théâtre des Champs-Élysées. Merci.